Qu'ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables, nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei et dans cet épisode, on parle d'une affaire tragique, celle du meurtre d'Angie Compressor. Nous sommes le 11 août 2022, dans le quartier de Pigalle à Paris. Angie Compressor, travailleuse du sexe transgenre, se trouve à la sortie d'un bar où elle fête ses retrouvailles avec un ami. Soudain, une autre travailleuse du sexe fonce sur elle. Une dispute éclate. Soraya Morris, c'est son nom, poignarde Angie Compressor sur le flanc gauche. L'assaillante s'enfuit au milieu de la confusion des passants. Soraya Morris sera recherchée pendant 1 mois avant d'être arrêtée et placée en garde à vue. Elle aussi est une femme transgenre. Pourquoi s'en est-elle prise à Angie Compressor, dont elle partageait les conditions et la vulnérabilité ? La voix du crime de cet épisode, c'est maître Chloé Redon. Elle a défendu Soraya Morris avec maître Clotilde Lepetit et maître Camille Fonda. Leur cliente a été jugée en 2025 pour le meurtre d'Angie Compressor. Bonjour Chloé Redon. Bonjour. À l'époque de cette affaire, vous avez gagné le concours d'éloquence de la conférence du barreau de Paris et vous êtes donc ce qu'on appelle secrétaire de la conférence. C'est pas anodin car de par ce statut, vous avez la priorité sur les dossiers criminels commis d'office. Et c'est dans ce contexte que vous allez être appelé pour assister Soraya Morris en garde à vue. Racontez-nous, comment se passe cette rencontre ? Je la rencontre la première fois lors du premier entretien de garde à vue que les personnes placées en garde à vue peuvent avoir avec leur avocat, un entretien de 30 minutes maximum. Et voilà, elle est bouleversée. Elle sait pourquoi elle est en garde à vue ? Elle sait, on lui a dit qu'elle était là pour meurtre. Et elle comprend pas vraiment, elle est choquée, elle hallucine, si je puis dire. Elle est perdue. Et à quoi elle ressemble ? Jeune femme, fine, il me semble qu'elle a des longs cheveux, ça qui me marque, parce que les cheveux vont être très importants pour elle. Et voilà, plutôt frêle, quoi, fine. Et donc, qu'est-ce que vous lui dites pendant ces 30 minutes ? J'essaye de comprendre, effectivement, puisque donc moi, je sais qu'elle est exclusivement... ce que je sais exclusivement, c'est qu'elle est là pour meurtre. Je connais la date et je connais les lieux. J'essaye de voir avec elle si ça lui dit quelque chose. Voilà, donc à ce moment-là, non, en fait, elle ne se dit pas « oui, j'ai tué quelqu'un à un moment et ça me parle », non. Et après, l'autre partie, c'est que j'essaye un peu aussi de connaître sa vie. Est-ce qu'elle a des proches à contacter éventuellement en cas de déféré ? Quelle est sa vie au quotidien ? Effectivement, est-ce qu'elle consomme des toxiques ? Où est-ce qu'elle vit ? Est-ce qu'elle a un travail ? Voilà. Et vous, face à une cliente de la sorte qui ne semble pas savoir pourquoi elle est là, comment vous réagissez ? Je lui dis, on va attendre de voir. On va attendre de voir, parce qu'il y a toujours... moi, mon métier, c'est quand même le doute. Donc, je me dis peut-être qu'il y a un micmac, peut-être qu'on se trompe de personne, peut-être que... voilà, donc je me dis, on va attendre de voir les questions qui vont être posées par les enquêteurs. Et donc, elle, vous sentez qu'elle ne se rappelle pas des faits ? Directement, vous vous dites pas, elle ment ? Ah non, je me dis vraiment qu'elle sait pas, surtout que... On découvrira en plus par la suite que c'est quelqu'un qui a une vie compliquée avec beaucoup d'absorption de toxiques, de médicaments, donc voilà, et aussi qui a une vie violente. Donc, il peut y avoir plein de bagarres, des bagarres où ça a pu peut-être commencer avec elle et finir avec d'autres. Enfin, voilà. Donc, non, je me dis, on va voir. À l'issue de la garde à vue, elle est mise en examen pour meurtre et envoyée en détention provisoire. Et c'est à ce moment-là que votre travail sur le dossier commence. Qu'est-ce que vous allez découvrir ? Alors, ce que je découvre dans le dossier, c'est que donc c'est bien elle qui a tué Angie Compressor, même si au moment de la garde à vue, les policiers nous révélaient déjà un certain nombre de choses, mais là, c'est sûr que je le vois sur papier. Alors, ce qui me marque, je dirais que c'est un peu l'absurdité de la situation, dans le sens où c'est en 2 minutes, tout dégénère, quoi. Des gens qui se connaissent pas, a priori, et ça n'a jamais été remis en cause, 2 personnes qui ne se connaissent pas, ces 2 femmes qui, en plus, sont 2 femmes vulnérables, fragiles, etc. En 2 secondes,
la situation va dégénérer de manière absurde. Je me dis, c'est un peu fou, en tout cas c'est un peu fou, c'est fait d'une violence extrême qui se passe en un trait de temps sur la voie publique en plein Pigalle, entre deux femmes extrêmement fragiles, des deux côtés. Donc vous allez travailler le dossier. Soraya Morris est-elle en prison ? On précise donc que c'est une femme transgenre, c'est-à-dire qu'à l'état civil, elle est enregistrée sous le sexe masculin ? Non, elle a changé son état civil, donc c'est une femme au niveau de l'état civil maintenant. Pourtant, elle va être envoyée en détention, en prison pour hommes. Elle va être envoyée dans un quartier spécifique, donc une aile au sein de la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis. Et donc, la situation est un peu compliquée pour elle parce que c'est une aile qui est vraiment pour des personnes vulnérables et donc totalement isolée du reste de la détention, avec très peu de personnes, des promenades vraiment à 2, à 3 dans des toutes petites cours, avec très peu d'intervenants parce que c'est pas du tout la population pénale majoritaire, donc c'est pas ce qui attire l'attention de l'administration pénitentiaire de manière générale, et donc des conditions effectivement d'incarcération difficiles, avec des surveillants pénitentiaires habitués à travailler dans une maison d'arrêt pour les hommes, et donc qui parfois l'appellent monsieur. Et donc, ça va créer des conflits. Et donc, dans cette aile spécialisée, c'est spécialisé pour les personnes trans ou pour les personnes vulnérables en général ? Pour les personnes transgenres, à des niveaux de transition différents, qui peut aussi parfois compliquer la situation entre elles. Elle va finir par être transférée à la prison pour femmes de Fresnes. C'est vous qui en faites la demande ou c'est quelque chose que l'administration pénitentiaire décide ? C'est ce que l'administration pénitentiaire décide parce qu'elle a beaucoup d'incidents dans l'aile spécifique à Fleury-Mérogis. Quel genre d'incident ? Je veux pas non plus être manichéenne, je dirais. Donc, il y a toute une part d'incidents avec des surveillants qui sont transphobes, oui, en tout cas, qui ne font pas l'effort de l'accepter telle qu'elle est. Et je pense qu'elle aussi, elle est impulsive. Donc, elle a raison d'ailleurs, mais elle se laisse pas faire. Mais peut-être que parfois, des situations qu'aurait pu se régler par la parole, en fait, très vite partent à l'incident. Pendant tout ce parcours, vous l'accompagnez. Est-ce que finalement, elle parvient à prendre conscience de son geste ? Je vais dire que dès qu'on lui rappelle les éléments de la soirée plus en détail, elle va avoir des flashs de cette soirée, même si jamais elle n'aura elle sera toujours un déroulé haché dans sa tête. En revanche, sur le moment, elle n'a pas eu conscience de l'avoir tué, puisqu'elle a eu conscience de l'avoir blessée, et puis elle est partie en la laissant entourée par les gens. Donc elle n'a jamais pensé qu'elle était morte. Donc il faut ensuite, après, qu'elle reconstruise a posteriori en se disant, en fait, si, elle est morte. Donc ça a mis du temps pour elle d'assumer, d'avoir commis un geste aussi grave. Et voilà, ça a mis du temps. Elle a fini par prendre conscience, effectivement. Et en revanche, elle a toujours été... désolée, absolument désolée, profondément, et en plus d'avoir fait ça à quelqu'un aussi fragile qu'elle. Et justement, alors, quel est son parcours à Soraya Morris ? C'est un des parcours les plus difficiles que j'ai rencontrés dans ma carrière d'avocat. Elle a une vie absolument... cauchemardesque, quoi. Elle vient de Martinique. Ses parents sont consommateurs de drogue et dealers, beaucoup plus son père, mais du coup son père va être extrêmement absent parce qu'il est dans le trafic de stupéfiants. Elle va être élevée par sa mère et sa grand-mère, mais elle va très vite, en fait, être en autonomie. Donc, dès 13 ans, elle va avoir un sugar daddy, elle va se prostituer. Elle dira d'ailleurs que plus elle a grandi, plus son sugar daddy s'est désintéressé d'elle. Un sugar daddy, c'est un homme plus âgé qu'elle qui va l'entretenir. Contre des faveurs sexuelles. Et à partir de là, donc, la prostitution, elle arrête l'école au même âge. Sa mère va être incarcérée pour le stupéfiant, donc elle va être placée en foyer, elle va être au fur et à mesure séparée de ses frères et sœurs, elle ensuite, elle va elle-même être incarcérée. Il va y avoir pas mal de violences, elle va être incarcérée, et c'est à ce moment-là qu'elle va demander à être transférée en métropole. En métropole, elle a quasiment aucune attache, elle a pas d'argent, obligée de se prostituer, elle sombre évidemment depuis des années elle-même dans le stupéfiant, d'abord la cocaïne, en métropole le crack, elle est sous médicaments, complètement dépressive, enfin voilà, une vie extrêmement difficile. Et vous, quel sentiment vous avez en lisant tout ça ? Mais en fait, c'est vraiment le sentiment du tragique. On se dit vraiment, qu'est-ce qui pourrait
encore arriver pire à cette jeune femme qui, en fait, multipliait les épisodes de violence en tant que victime comme en tant qu'auteur parce qu'elle avait une vie extrêmement difficile de prostitution. Et en fait, là, ça a dégénéré plus que de raison. Et voilà, on se dit c'est absurde et c'est tragique et le malheur se rajoute au malheur pour cette jeune femme on n'arrive pas à avoir une éclaircie dans sa vie. Et pourtant, elle, jamais ne s'apitoie sur son sort, jamais ne revendique son parcours pour se cacher derrière quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Elle va vous dire aussi, j'aimais l'argent facile, elle adore sa mère, elle n'en veut jamais à sa mère de quoi que ce soit, elle adore sa grand-mère, elle en veut à personne pour rien, elle ne rejette la faute sur rien, elle est jamais dans le pathos, elle est... Voilà, et nous, c'est d'autant plus tragique pour nous, quoi. On se dit, elle est même pas à s'en plaindre ou à se cacher derrière, ou on se dit, on est triste pour elle, quoi. C'est vraiment... Et donc, elle ne connaissait pas la victime. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui a pu mener à son passage à l'acte ? Alors non, c'est une des grandes inconnues de ce dossier et ce procès qui a eu lieu récemment. Ont été évoquées une guerre de territoire ou peut-être même une histoire de stupéfiants. Finalement, la Cour a reconnu que on ne savait pas, mais que c'était très probablement un motif futile, qui, ce qui a rendu très disproportionnée la réaction de Soraya Morris pour la Cour. Mais on ne sait pas, et il n'y a pas en tout cas de mobile à ce jour. Les experts psychiatres, psychologues, qu'est-ce qu'ils disent de Soraya Morris ? Alors, les experts psychiatres, il y en a eu 2 au cours de cette instruction et ils étaient en désaccord. On a eu une première expertise psychiatrique qui a constaté que Soraya Morris avait, dès 2014, fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie et qu'un diagnostic de bipolarité avait été posé. Que par la suite, elle avait fait, jusqu'au fait, des tentatives de suicide et en 2021 et en 2022, quelques semaines avant les faits, de nouvelles hospitalisations en psychiatrie. Et donc, il a conclu, l'expert psychiatre, à l'altération du discernement au moment des faits, c'est-à-dire une diminution de la responsabilité. À la demande de la partie civile, il y a eu une contre-expertise psychiatrique. Et le deuxième expert qui n'avait pas accès au dossier médical, lui n'a pas connu ce diagnostic de bipolarité et a même dit qu'il n'y avait pas de bipolarité. Et il nous a dit à l'audience, ce deuxième expert, que d'ailleurs, s'il y avait eu bipolarité, il y aurait eu abolition du discernement. Et donc, lui ne savait pas pour cette bipolarité et a considéré que malgré les fragilités proches, une personnalité borderline et des addictions, il ne pouvait pas y avoir d'altération ou d'abolition du discernement. À l'audience, on a pu constater qu'elle n'avait pas eu accès au dossier médical et donc c'est finalement la vision du premier expert qui lui avait toutes les cartes en main qui a été privilégiée et la Cour a conclu à l'altération du discernement. Donc il y a vraiment eu un débat autour de la responsabilité de Soraya Morris dans cette histoire. Absolument. Avant de parler du procès, je voudrais qu'on revienne aussi sur le fait que vous aviez demandé une requalification des faits en coup mortel, alors que Soraya est poursuivie pour meurtre. Pourquoi et qu'est-ce que ça change en théorie, cette requalification ? Alors, on avait demandé une requalification des faits parce qu'on estimait au dossier qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour caractériser une intention homicide, c'est-à-dire une volonté de donner la mort. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était la version constante de Madame Soraya Morris, qui a toujours contesté avoir eu l'intention de tuer Angie Compressor. Ensuite, parce qu'il y avait le coup, le type de coup, c'est-à-dire c'était un coup unique, un coup qui était porté dans un moment extrêmement rapide et sans véritablement de réflexion de la part de Soraya Morris, sur le flanc gauche, c'est-à-dire quand on est face à face avec quelqu'un et qu'on a la volonté de le tuer, on peut penser qu'on vise le cœur, on vise le cou, surtout quand on n'a pas beaucoup de connaissances anatomiques, comme Soraya Morris qui avait quitté l'école rapidement. Et là, c'est un coup dans le flanc gauche. Bon, l'intention homicide ne paraissait pas évidente. Et puis, il y avait aussi un témoin qui avait toujours dit que directement après les faits, elle paraissait choquée, comme si elle était complètement dépassée par la situation. Et enfin, l'absence de mobile. Puisqu'elles ne se connaissent pas, elles n'avaient pas de raison d'en vouloir à Angie Compressor. Donc, tous ces éléments-là font qu'on a souhaité faire appel. Et puis après, il y avait aussi des allégations du côté de l'accusation
avec lesquels on n'était pas d'accord et qu'on souhaitait contester. Par exemple, le fait que l'accusation disait, les témoignages disent que Soraya Maurice a fait un aller-retour, elle est revenue en découdre, etc. Alors qu'en fait, c'était un témoin qui était contredit par 2 autres. Voilà, il y avait des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Donc la demande de requalification ne va pas aboutir. Finalement, qu'est-ce que vous allez décider de plaider comme ligne de défense ? On va maintenir ça, c'est-à-dire que on va à la fois plaider l'absence d'intention homicide et à la fois plaider l'altération du discernement. Et dans quel état, justement, elle est votre cliente avant le procès ? Elle est désolée au sens le plus strict du terme, quoi. Profondément désolée d'avoir fait du mal à cette fille qui était dans la galère comme elle. Soraya Maurice, c'est quelqu'un qui, quand elle se faisait agresser par une autre prostituée, n'allait pas déposer plainte parce qu'elle se disait, en fait, elle est déjà suffisamment dans la galère, je vais pas en rajouter avec ma plainte. Voilà. Donc là, elle a blessé quelqu'un qui est effectivement dans la même situation qu'elle et elle en est profondément désolée. Et elle est incapable, d'en plus, de dire pourquoi elle a fait ça. Incapable. Le procès s'ouvre le 11 octobre 2025 devant la cour d'assises de Paris. Quelle est l'atmosphère au premier jour à l'ouverture des audiences ? Beaucoup de personnes, de membres de la famille de la victime, mais en réalité qui ont toujours respecté la sérénité des débats, et un président qui, dès le départ, va dire qu'on va passer du temps sur la personnalité de Soraya Maurice. Donc, en réalité, malgré le nombre impressionnant de parties civiles qui pouvaient, peut-être nous stresser un peu ou faire qu'on ait un petit peu peur que ça déborde, ça a commencé et ça a continué de manière très sereine avec un président qui a tout de suite pris la mesure du parcours exceptionnellement traumatique de Soraya Maurice. Donc vous n'êtes pas non plus trop confiante, mais en même temps vous êtes sereine quant aux débats qui vont se dérouler. Ce sur quoi on se questionne avec ma consoeur, c'est est-ce que Soraya Maurice va réussir à s'exprimer convenablement et pouvoir éclairer au mieux la cour. Et comment se passe justement sa déposition ? Ça s'est bien passé parce qu'elle a pu reconnaître son geste et s'excuser en regardant vraiment la famille de la victime. En revanche, je pense qu'elle pensait que ce serait plus simple de parler et de vraiment s'exprimer dans le détail et qu'elle a peut-être pas réussi autant qu'elle aurait voulu. Et comment elle vit le fait qu'on s'intéresse essentiellement à sa personnalité, comme vous l'avez dit tout à l'heure ? Alors, quelque part, Soraya Maurice, ça reste une personne qui aime que l'attention soit sur elle. Donc, jamais elle n'évoque sa personnalité pour se retrancher derrière, mais je pense qu'elle est contente qu'on parle d'elle. Et les parties civiles, quelle est leur position ? Les parties civiles vont plaider l'intention homicide en disant que... alors, il y a une question sur le nombre de coups. Elle n'a qu'une plaie, mais il y a peut-être eu 2 gestes de la part de Soraya Maurice, elle a des antécédents judiciaires, donc sur vraiment son côté violent, impulsif. Il va y avoir, en se basant sur certains témoignages, mais les témoignages sont isolés, les témoignages ne se recoupent pas les uns les autres, mais donc en se basant sur certains témoignages qui vont dire qu'elle revient sur le terre-plein, voilà, qu'elle part une première fois mais qu'elle revient, et puis l'absence d'altération du discernement en se fondant sur l'expertise qui a conclu à l'absence d'altération du discernement. Il y a des témoins aussi qui viennent à la barre, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, certains témoins viennent déposer. Alors, il y a plusieurs témoins et les témoins ont vu des choses différentes, ce qui fait d'ailleurs qu'à la reconstitution, il va y avoir plusieurs reconstitutions, car plusieurs témoignages différents. Il n'y aura pas qu'une seule reconstitution, ça sera une reconstitution par témoignage. Et donc on a non seulement ces témoignages distincts, mais en plus, le témoin le plus à charge, celui qui avait prétendument vu Soraya Maurice partir, revenir, va se présenter à l'audience et ne va plus maintenir 90% de ses déclarations. Il va dire en fait qu'il n'a jamais vu la scène, qu'il n'a jamais dit ça aux policiers. Et voilà, c'était le témoin le plus à charge. Et vous, du coup, tous ces débats, vous les vivez comment en tant qu'avocate ? Alors moi, j'étais surtout bouleversée sur la question de l'altération du discernement. Donc ça, c'était un gros point sur lequel on s'est énormément battu avec ma consoeur. Après, sur le reste de la personnalité, le président avait pris la mesure, donc on a pu confirmer les choses, conforter, voilà, mais
l'audience suivait son cours, et ensuite il y a toute la partie sur l'intention homicide, où là, on est un peu suspendu aussi aux lèvres de Soraya. Que va-t-elle dire ? Est-ce qu'elle va bien s'exprimer ? Est-ce qu'elle va comprendre les questions ? Donc on est aux aguets, je dirais. Et ça se passe bien finalement ? Ça se passe bien dans le sens où elle reconnaît son geste. Après, elle est en difficulté de l'expliquer, je pense, pour de vrais problèmes de mémoire, et je pense que c'est haché. Par exemple, elle ne peut pas expliquer comment elle est arrivée au contact d'Angie Compressor. Et je pense que la cour aurait voulu avoir les réponses. Et pourquoi cette altercation a commencé ? Est-ce que vous avez vraiment traversé le terre-plein pour la retrouver ? Et n'a jamais eu les réponses. Donc je pense qu'en ça, elle a peut-être laissé la cour sur sa faim. Et il y a eu un débat aussi sur le fait d'avoir visé ou pas quand elle a mis le coup. Et alors qu'elle ne cesse de dire qu'elle n'a pas visé, à une question du président qui lui dit « donc vous avez visé le haut du corps », elle va répondre « oui ». Mais voilà, la question c'est est-ce que on lui demande si elle a visé ou est-ce qu'on lui demande si elle a touché le haut du corps ? Vous voyez, moi, je pense que c'est difficile de répondre non quand on sait que le coup est porté dans le haut du corps. Comme j'ai dit, elle va pas dire « bah non, j'ai visé les pieds », puisque le coup est porté dans le haut du corps. Mais ce qu'il en est ressorti, c'est qu'alors qu'elle disait qu'elle n'avait pas visé, elle répond oui à cette question. Et d'ailleurs, c'est dans la motivation de la cour de dire qu'elle a visé le haut du corps. Et à ce moment-là, vous, en tant qu'avocate, vous réagissez comment quand votre cliente, elle dit ça à la barre ? Eh ben, je dis ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, je dis, Monsieur le Président, vous lui demandez, il y a un coup dans le haut du corps, vous lui demandez si elle a visé le haut du corps, vous voulez qu'elle vous réponde quoi ? Qu'elle a visé les pieds ? Enfin, voilà. Je pense que ma cliente n'a pas compris que l'enjeu de la question, c'était a-t-elle visé ou pas, mais qu'elle a pensé que c'était l'endroit du coup. La Cour n'a pas considéré cela de la même façon que moi, et c'est la décision de la Cour, et voilà, je la respecte. Finalement, est-ce qu'il y a un moment qui vous a le plus marqué pendant ce procès ? Je dirais qu'il y a eu parfois quelques secondes d'échange et de regard entre Soraya Morris et le président, qui était pour moi quelques secondes parfois suspendues, où on avait l'impression que le président essayait de sonder la sincérité dans le regard de Soraya. Je ne sais pas ce qu'il y a vu, mais moi, en tout cas, ce moment-là m'a un peu suspendue. C'est un moment qu'on n'a d'ailleurs jamais évoqué, mais moi, quand j'ai vu, je me suis dit est-ce qu'il se passe un truc dans leur échange de regards ? Finalement, Soraya Morris est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Vous allez dire, la Cour s'est dispensée de l'idée même d'un mobile. Finalement, en fait, Soraya Morris a été condamnée, et pour vous, pourtant, on n'a pas prouvé pourquoi. C'est tout à fait ça. On ne sait toujours pas aujourd'hui la raison de l'altercation. Mais la Cour a considéré qu'il ressortait des débats, qu'en tout cas, le motif était futile. Et que donc, le geste était disproportionné. Et vous, quelle réaction vous avez au moment de l'énoncé du verdict ? On se dit un peu, c'est un jugement de Salomon. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est une décision qui contente tout le monde. D'un côté, la qualification de meurtre est retenue, et donc l'accusation et la partie civile sont satisfaits. De l'autre, l'altération est reconnue, donc nous sommes satisfaits. La peine est relativement importante, donc l'accusation et les parties civiles sont satisfaits, mais elle est très inférieure aux réquisitions, donc nous sommes satisfaits. On a l'impression que tout le monde est un peu satisfait de cette décision. Vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'appel. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette affaire ? Est-ce qu'elle vous a appris quelque chose ? Est-ce que vous en tirez un enseignement ? Elle m'a fait découvrir l'univers carcéral pour les personnes transgenres et la difficulté pour elles à la fois de les placer, leur relation avec les surveillants, les activités qu'elles peuvent avoir, les problèmes de santé. Donc toute la question carcérale des personnes transgenres. Et ensuite, la question, convaincre sur l'intention homicide. Elle me fait évidemment réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu dire. Est-ce que finalement c'est Soraya Morris qui n'a pas convaincu ? Est-ce que c'est les avocats ? Est-ce que... voilà. Et vous êtes encore en contact avec Soraya Morris ? Oui. Alors, elle a de nouveau été transférée. Elle est à Fleury-Mérogis. Je ne sais pas si elle est à l'isolement ou de nouveau dans l'aile des personnes transgenres. Et sur justement l'incarcération des personnes trans, au-delà de l'attitude du personnel pénitentiaire, quels autres obstacles y a-t-il à ce que la détention se passe correctement ?
Il y a déjà le problème d'où les mettre, puisque voilà, une toute petite aile entre eux avec des conditions, une toute promenade toute petite, c'est pas satisfaisant. Les mettre, elle a été ensuite pendant très longtemps en maison d'arrêt des femmes, mais à l'isolement. Donc alors là, complètement seule. C'est quand même, Soraya Moris, encore une fois, quelqu'un qui aime être avec les autres, c'est une personne charismatique. Donc elle dépérissait à l'isolement seule avant de finalement d'être avec les femmes. Mais je peux comprendre aussi la difficulté, puisqu'elle n'a pas fait le changement de sexe, d'être avec des femmes. Donc il y a où les mettre. Il y a dès lors qu'elles sont dans un lieu qui leur est propre, la question des intervenants. Encore une fois, dès qu'un intervenant ne peut plus assurer l'activité, il est difficilement remplacé. Et après, et là, au contraire, il faut saluer le travail qui a été fait en détention. Il y a toute la question des soins, des hormones, du suivi psychologique, pour le coup, qui a été assuré à 100% depuis le début de sa détention, peu importe où elle a été. Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime sur l'affaire Soraya Moris. Merci à Maïwenn Le Corollaire Richard pour la préparation et à Étienne Villan pour le son et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À très bientôt.